Salut camarades, effectivement je profite du confinement pour continuer ce que j'avais commencé l'été dernier, à savoir ressortir les vidéos sur la révolution russe. Alors du coup, je les ressors un petit peu remasterisées, hein, entre guillemets, à savoir j'y remets des cartes, plus d'images, je raccourcis quand il y a des problèmes de rythme, etc. Après, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit dedans, tout simplement parce que j'ai évolué, c'était il y a 4 ans, je travaille mieux aujourd'hui, je suis, je pense, moins arrogant, ma pensée historique ou ma pensée politique a pu évoluer, donc je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit. Cependant, je vais quand même supprimer la fonction commentaire parce que j'ai pas envie qu'on vienne me péter les rouleaux. Alors oui, je suis d'accord, hein, c'est un petit peu totalitaire, mais du coup ça fera ton sur ton. Oh, donc voilà, pas la peine de venir me dire c'est pas bien, je sais, je sais bien, je l'ai écrit il y a plusieurs années, mais encore une fois, si je les remets en place aujourd'hui, déjà c'est parce que il y a certains d'entre vous qui les avaient appréciés, tout simplement, aussi parce que c'est plus transparent comme ça, voilà, mon travail est là, dans ses aspects bons comme mauvais, et puis aussi parce que du coup, vu que je reparle d'Ungarn et donc de la révolution russe, la guerre civile, etc., c'est quand même bien de les remettre en ligne, et puis avec le confinement, c'est l'occasion ou jamais, donc voilà. Profitez-en si vous en avez envie, si vous voulez. De toute façon, je pourrais pas le savoir, puisque je désactive les commentaires. Et ça fait du bien. Mais non, je déconne. Salut camarades! Au mot de révolution d'octobre, chaque âme révoltée, noble et courageuse se sent vibrer la poitrine au souvenir de ces milliers de bolcheviks héroïques se précipitant sur le palais d'hiver défendu par des légions de soldats. Pas du tout. Alors si vous voulez vraiment tout bien comprendre, je vous conseille cette vidéo sur la révolution de février qui vous fera un peu mieux biter l'ensemble. Pour les autres, venez donc écouter comment un agitateur sociopathe et machiavélique comme Lénine a su faire d'une nuit parfaitement anodine un tournant majeur de l'histoire. La révolution de février ayant renversé Nicolas II, le gouvernement provisoire mis en place par le Parlement régit tant bien que mal le pays avec l'accord du Soviet de Pietrograd. Un soviet étant une assemblée élue qui représente le peuple, et Pietrograd étant la capitale, l'actuelle Saint-Pétersbourg. Ce soviet est la seule assemblée en laquelle le peuple ait confiance, mais il refuse de prendre le pouvoir, ne sachant pas quoi en foutre. Alors de façon générale, ça se passe mal, le gouvernement est critiqué de toutes parts quoi qu'il fasse, et sa tentative d'intégrer des membres du soviet pour plus de popularité n'a pas réussi à le sauver. Ça a même plutôt fait couler le soviet avec lui, quoique celui-ci a encore une chance de tout changer s'il prend le pouvoir. Ce qu'il tarde à faire. C'est lent. Très lent. Trop lent. Les bolcheviks, eux, ce sont des marxistes, des sociaux-démocrates révolutionnaires ayant toujours refusé d'entrer au gouvernement et qui agitent les masses en leur promettant ce qu'elles veulent. La terre aux paysans, la paix aux soldats, le pouvoir aux soviets, aux ouvriers, etc. Ça fonctionne bien, mais ils n'ont pas encore l'appui inconditionnel des masses, la preuve étant qu'ils ne sont pas majoritaires dans les soviets des grandes villes. S'ils se lancent maintenant dans un coup d'État, ils risquent de se ramasser un sévère retour de Nagaïka dans la face. Alors ils continuent leur travail de sape, et comme l'a dit leur chef Lénine, rentré d'exil en avril 17, pour que s'accomplisse une révolution, il n'est pas besoin de révolutionnaires, il suffit de laisser agir les dirigeants. Oui, je le dis souvent, mais si une phrase devait résumer toute la révolution russe, ce serait celle-là. Pataugeant déjà bien dans ses emmerdes, le gouvernement provisoire décide d'en rajouter une couche avec une idée géniale. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. La guerre de 14 n'étant pas finie et étant toujours du côté des Alliés, on va tenter une offensive militaire contre les empires centraux, malgré le manque total de discipline des troupes, les désertions massives et la volonté populaire d'arrêter la guerre. Peut-être qu'une victoire pourrait redorer le blason gouvernemental. À cet ordre, c'est plutôt du niveau de la roulette russe où on n'enlève qu'une seule balle. Le 18 juin 17 a lieu l'offensive Kerensky. Elle démarre bien, elle fonctionne bien, jusqu'à la première contre-attaque où c'est la dèche totale, plus de 400 000 morts côté russe. Ce qui avait été lancé pour tenter d'unir tout le monde a l'exact effet inverse. Et d'autres emmerdes s'amoncelant, le gouvernement se délite de plus en plus. Même le Premier ministre Lvov, pourtant jusqu'ici toujours optimiste, et fallait l'être, démissionne le 7 juillet. Il a fini. À sa place, il nomme Kerensky, un gonze suffisamment pas trop con pour être aimé de tout le monde. Alors je veux bien dire pas trop con, je refuse de dire intelligent. Lui, il va serrer la vis, rétablissant la peine de mort sur le front, limitant les rassemblements et plein d'autres mesures démocratiques. Faut dire qu'entre-temps, du 3 au 7 juillet, d'énormes soulèvements populaires armés ont éclaté dans la capitale, prêts à renverser le gouvernement et à filer le pouvoir aux soviets. Citons d'ailleurs cette phrase d'un ouvrier à un chef socialiste du soviet: « Prends le pouvoir quand on te le donne, fils de pute ». Quelle vulgarité.
Les bolcheviks n'ont pas su ou pas osé en profiter, ne se sentant pas prêts. Lénine lui-même, pourtant toujours bon orateur, pragmatique, réactif, n'a pas su que dire à la foule venue le consulter. Et le russe moyen, libéré du servage depuis à peine plus de 50 berges, il sait rarement quoi faire sans chef. Alors bon, on cassa 3 crânes, on pilla 3 boutiques et on rentra chez soi. La réponse en revanche ne se fit pas attendre. Une grosse propagande anti-bolchevique se répandit et ceux-ci furent massivement arrêtés. Lénine a carrément fui en Finlande avec une grosse moumoute en se faisant raser la moustache et la barbichette. Ce n'est que grâce à l'intervention des mencheviks, par camaraderie révolutionnaire, que les bolcheviks s'en sont pas trop mal sortis. Quelques mois plus tard, dans les geôles bolcheviques ou en exil à cause des bolcheviks, ils ont dû s'en mordre les doigts. Avec Kerensky, donc, ça rigole pas. Et pour que les Kadietis, un parti de droite, acceptent de revenir au gouvernement, ils diminuent le pouvoir du soviet. Autrement dit, ils s'écartent de la légitimité populaire. Ce qui est une très bonne idée. Ce qui est un sarcasme. Non mais il est bien gentil comme mec, mais politiquement il n'a pas les épaules. Il fait des jolis discours où il s'arrache la chemise, où il s'évanouit abondamment, mais il essaie de se la jouer Napoléon, mais c'est pas donné à tout le monde. Avec la défaite de l'offensive et devant le manque de discipline des troupes, la droite veut rétablir l'ordre. Pour ça, le commandement suprême de l'armée est donné à Kornilov, un général un peu con et autoritaire, mais très très populaire. Lui aussi il veut devenir Napoléon, alors deux à la fois ça va faire beaucoup. Donc quand fin août, suite à un malentendu, Kerensky, de plus en plus paranoïaque, privé de soutien et bourré de cocaïne, décide de limoger Kornilov parce qu'il croit que celui-ci, de plus en plus influent, veut le renverser, Kornilov, lui, croit que Kerensky est aux mains des bolcheviks et envoie donc une armée sur le Petrograd pour le libérer. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Pour défendre le Petrograd face à l'armée, le soviet va armer à nouveau les ouvriers et les bolcheviks, indispensables pour ce genre de petites sauteries, vont revenir en grâce et mener la résistance face au contre-révolutionnaire Kornilov, qui lui persiste à dire qu'il vient défendre le gouvernement provisoire. L'aventure se termine les 30 et 31 août. Kornilov défait et mis sous bonne garde, mais conserve le soutien de la droite, tandis que Kerensky, pourtant vainqueur, n'en conserve plus aucun. Dès lors, plus personne ne prête attention à son gouvernement. Ceux que ça a vraiment servi, ce sont les bolcheviks. Ils s'en sortent avec un gain de prestige et une écrasante majorité dans les soviets des plus grandes villes. Et ils attirent de plus en plus de monde à eux, car comme d'habitude, ce sont les seuls à parler d'action quand les autres parlent de théorie, ce qui a toujours été leur grande force. Il y a bien quelques dernières tentatives pour unir le soviet afin qu'il prenne le pouvoir, mais elles tombent encore à l'eau. Les bolcheviks, en revanche, se sentent prêts. Lénine et sa moumoute revenue avec sa barbichette et sa moustache repoussée, il veut son coup d'état. Les autres dirigeants bolcheviks, ils veulent bien prendre le pouvoir, mais ils ne comprennent pas son entêtement à vouloir faire ça le plus vite possible. Pourquoi ne pas attendre le congrès pan-russe des soviets le 20 octobre, où ils sont sûrs de leur succès et de n'avoir à partager le pouvoir qu'avec 2 socialistes révolutionnaires et 3 pauvres mencheviks? Parce que s'il attend, on ne lui filera pas le pouvoir à lui, parce que beaucoup le jugent trop extrême. Tandis que s'il fait ça tout seul avant, il aura évidemment tout le pouvoir. Alors le 10 octobre, dans un appartement de la capitale, les 12 des 21 chefs du comité central du parti bolchevique vont voter l'insurrection armée, sans choix de date, à 10 contre 2. Ceux qui refuseront catégoriquement sont Kamieniev et Zinoviev. Peu importe leur nom. Si, j'insiste. Dans les jours qui suivent, on s'organise à Petrograd, d'autant plus que Kerensky enchaîne les conneries qui passent pour des actes contre-révolutionnaires, comme le fait de décaler le congrès des soviets du 20 au 25 octobre, ou encore le fait d'envoyer les troupes de garnison sur le front pour priver les bolcheviks de leur soutien, ce qui pousse les soldats à se jeter dans leurs bras, évidemment. Alors, tout le monde est au courant de l'insurrection depuis que Zinoviev et Kamieniev l'ont évoqué dans la presse. Je vous avais dit que c'était important. Sauf que tout le monde s'en fout. Tout le monde en ayant marre du gouvernement provisoire, même la droite voit d'un bon œil l'insurrection des bolcheviks. Ces andouilles sont persuadés que les bolcheviks se casseront la gueule très vite, leur permettant à eux un triomphal retour. Se forme le CMR, le Comité militaire révolutionnaire. Alors, officiellement, c'est pour défendre le soviet face à toute contre-révolution possible. Mais dans les faits, c'est dirigé par Trotsky, qui est un bolchevique depuis peu, et c'est essentiellement pour diriger l'insurrection. Alors à la veille du congrès des soviets, le CMR tient toute la ville. Mais rien n'est décidé. C'était sans compter sur Lénine. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, Lénine va donc traverser la ville, manquant de se faire arrêter. Si ça avait été le cas ce soir-là, je vous raconte pas les changements historiques possibles. Bref, il réussit à convaincre tout le monde que le moment est venu. Son plan est simple.
Il profitera du congrès le lendemain pour annoncer la réussite du coup d'État, et donc faire pression sur le congrès. Le coup d'État ne sera alors absolument pas fini, mais il a quand même eu raison. La preuve, c'est que dégoûtés par ce procédé, la plupart des délégués non bolcheviques et quelques bolcheviques modérés ont quitté la salle. Lénine avait gagné, il ne restait plus que ses partisans et 3 lèche-culs. Tout ça vous paraîtra sans doute un peu moins épique quand je vous aurai raconté ce qu'a vraiment été l'insurrection. Faut pas vous imaginer une nuit splendide et héroïque ponctuée de combats légendaires sous une neige aussi pure que la volonté inébranlable des hordes révolutionnaires. Pas vraiment, hein. Par exemple déjà avec le décalage des calendriers, la révolution de février a eu en mars et celle d'octobre en novembre. Bon. Ensuite, on a longtemps utilisé, en guise de photo de la révolution d'octobre, des extraits du film Octobre d'Eisenstein, un réalisateur soviétique, donc pas spécialement objectif sur la question. En vérité, tous s'accordèrent à dire que la nuit avait été particulièrement tranquille. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Pendant les combats, à 100 mètres des lieux les plus chauds de la révolte, les restaurants, les cabarets, les théâtres étaient ouverts. Quitte à rigoler, autant entrer dans les détails. Les insurgés, quelques milliers tout au plus, comptaient utiliser les canons de la forteresse Pierre et Paul, une sorte de Bastille russe, pour tirer sur le palais d'hiver situé pas loin, et où se terraient les ministres. Oui, parce que Kerensky étant parti chercher des troupes, il reste plus que ses ministres. Sauf que les canons en question, qui datent du XVIIIe siècle, ce sont juste des antiquités incapables de tirer. Alors ils vont chercher de vrais canons. Ça prend un temps fou. Ils les installent, et ils se rendent compte qu'ils ont oublié les obus. Quand je baisse le bras, t'envoies. Pendant ce temps, les parlementaires se sont jurés de faire rempart de leur corps pour défendre le gouvernement face aux vils bolcheviques. À la première patrouille qu'ils croisent et qui menace de les fesser, c'est véridique, ils retournent dardard au Parlement chercher une solution plus digne. Et le palais d'hiver, symbole du gouvernement. Les ministres ont trouvé près de 3000 hommes et femmes pour le défendre. Ça promet d'être épique. Mais c'était sans compter sur l'attente. Donc les glorieux défenseurs, ils s'emmerdent. Donc ils vont aller piller les magnifiques caves tsaristes et se pinter la gueule avec les plus grands champagnes qui soient. Soit dit en passant, après octobre, la beuverie va se généraliser dans la capitale et se poursuivre plusieurs mois durant, obligeant les bolcheviks à faire inonder les caves par les pompiers qui eux-mêmes se pocheronneront sévères. Voilà, cliché quand tu nous tiens. Bref, nos glorieux défenseurs, après ça, ils ont bien un peu la dalle. Donc généralement, la grande majorité s'est barrée. Voilà, Épinal dans ta face. 2 coups de canon plus tard, dont un à blanc et l'autre qui explose les plates-bandes du jardin, le coup d'État a réussi. C'est ainsi que Lénine et ses partisans, à force de promesses, d'erreurs de leurs ennemis et de coups de bol monstrueux, ont réussi à se sortir victorieux. Mais tout n'était pas gagné, loin de là. Leurs idéaux révolutionnaires sont très loin de faire l'unanimité, et partout des opposants se rassemblent. Le pays est à la veille d'une guerre civile énorme, à laquelle on ne pourra répondre que par la dictature révolutionnaire. Mais est-ce que ça vous étonne vraiment si je vous dis que Lénine voulait tout ça depuis le début ? J'en profite pour dire un énorme merci aux tipeurs parce que ça y est, je commence vraiment à pouvoir vivre de tout ça et ça c'est assez génial. Je ne saurais jamais vous remercier suffisamment pour ça. Donc un grand merci. Du reste, pour parler des vidéos futures, alors il va donc y avoir les remasterisations des autres, Guerre civile et Lénine. Il y a aussi Ungern 2 que j'ai fini d'écrire et que je vais tourner bientôt. Alors après, je suis personnellement confiné, pas seul, donc j'aime pas tourner quand il y a du monde parce que je suis pudique. Donc on va voir quand est-ce que je vais faire ça. Ensuite, la FAQ aussi, je la ferai bientôt, je pense. Donc voilà, il y a de quoi faire. Pour ce qui est de Nightfall, j'ai pas encore décidé, parce que, en fait, c'est plus... je raconte ce qui se passe dans la vidéo, enfin dans la série, plutôt que je ne le démonte, parce qu'il y a trop de conneries, donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Enfin voilà. Du reste, portez-vous bien, confinez-vous, si vous avez cette chance-là, confinez-vous. Si vous n'avez pas cette chance et que vous devez aller au front, un grand merci à vous. Ces métiers qui nous permettent, nous, pendant ce temps-là, de rester à glander chez nous, parce que c'est quand même plutôt ça qui se passe, un grand merci à vous, et du coup, voilà, portez-vous tous bien, quelles que soient vos activités, et on se voit bientôt. Ciao.